Entrons de plein pied, Philippe Baudouin, dans ce livre Walter Benjamin, écrit radiophonique, dont on parle depuis tout à l'heure, donc édité par Alias, sont des écrits de Walter Benjamin sur la radio. Ça termine l'ouvrage, ces écrits, des embryons de critique radiophonique sur la radio, et puis des écrits, il a écrit pour la radio, donc il a travaillé pour la radio allemande pendant essentiellement 5 ans, c'est ça oui. 1929-1933. Tout à fait. Voilà, et avant évidemment d'être chassé par les nazis de l'antenne, et puis d'Allemagne, et puis par la Gestapo de France, et il meurt à Portbou en 1940, officiellement suicidé. Alors vous racontez dans votre préface que il y a des doutes là-dessus, éventuellement sur cette fin de Benjamin, mais vous racontez aussi que vous dites c'est un magicien, Walter Benjamin. Oui, c'est un magicien. En tout cas, c'est la manière dont parlait son ami Théodore Adorno. Effectivement, il disait qu'il y avait ce goût chez lui pour les contes de fées, pour les histoires à raconter, notamment aux enfants et aux adolescents. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait durant ces années, 1929-1932, pour sa dernière pièce diffusée, avec notamment des Hörspiele pour enfants, dont ce qu'on pourrait aujourd'hui décrire comme des pièces expérimentales, avec un véritable jeu acoustique sur les sons, la musique, la voix. À cette époque-là, c'était encore assez proche du théâtre, un théâtre radiophonique, on pourrait appeler ça comme ça, un théâtre pour l'oreille. Et lui, il fait une histoire avec des bruits. C'est un sous-titre d'une note. C'est un des textes que Philippe Ivernel, le traducteur avec qui j'ai eu la chance de travailler pendant 2 ans sur ce recueil, c'est un des textes effectivement qu'on a choisi, qui était jusqu'alors inédit en français, et qui est un ensemble de consignes données aux metteurs en ondes pour donner à entendre ce qu'on pourrait qualifier d'énigmes sonores, de petites devinettes. Et les enfants de l'époque, qui ont destiné ces scènes exclusivement sonores, dénuées de paroles, ont proposé aux enfants d'écrire un petit courrier à la radio pour identifier les lieux parcourus par le petit personnage Casperle. Qui est du participatif, on dirait aujourd'hui. C'est ça, exactement. Une forme d'interaction avant l'heure. Alors il y a un mystère que vous tentez de lever maintenant régulièrement, qui est celui de la voix de Walter Benjamin. Parce que Walter Benjamin, officiellement, on n'a pas d'enregistrement de sa voix. Il a beau avoir travaillé à la radio. On ne sait pas. Il y a des traces des émissions que vous avez vous-même publiées sous forme de CD dans un livre CD dont on parlait tout à l'heure, au microphone. Donc ces archives existent, certaines de ces archives existent, mais sa voix officiellement on ne sait pas. On n'a pas de trace de sa voix. Vous dites que c'était un conteur, c'est comme ça qu'il est décrit par ses contemporains, quelqu'un qui savait capter. Un véritable raconteur d'histoire. Voilà, mais timide en même temps, parce que vous dites qu'il pouvait faire des conférences tout en préférant regarder le fond de la salle plutôt que le public qui était en face de lui, et ce qui peut être la caractéristique de gens de radio en général, ça, non ? Il y avait un goût pour la narration chez lui, en même temps qu'une critique assez sévère d'ailleurs des nouveaux moyens à son époque de communication, en l'occurrence l'information journalistique, les médias, la grande presse, etc. Et en même temps une tentative effectivement dans ces médias, à l'intérieur de ces médias, et du coup la radio, de donner naissance à une forme moderne de narration. Il écrivait à cette époque-là, c'est l'heure de la fin de raconter des histoires. Nous n'avons plus la possibilité, à cause de la technique, de raconter aujourd'hui des histoires. Le narrateur n'a presque plus sa place dans nos sociétés contemporaines, dans ces sociétés modernes. Et je pense que Benjamin a essayé de creuser ce presque et de se faire une place, notamment au micro, en racontant des histoires sous la forme de Hörspiel, sous la forme de jeux radiophoniques, sous la forme de conférences littéraires. C'est un espace de recherche en fait, ce presque. C'est un laboratoire. Un laboratoire. Pour Benjamin, c'est définitivement un laboratoire, la radio. Mais alors vous dites se faire une place, donc je reviens à la question de la voix. Vous êtes allé vous-même, on parlait de Stéphane Hessel à l'instant à Munchomata, vous disiez que vous étiez allé voir Stéphane Hessel pour parler de Walter Benjamin, c'est ce que vous avez fait vous-même, Philippe Baudouin? Oui, c'était en 2010 et c'était grâce à vous d'une certaine manière. Alors c'était dans une émission qui s'appelait Les Passagers de la Nuit, mais effectivement vous êtes allé le voir pour lui demander si la voix qu'on entendait dans ces archives dont on parlait était la sienne. Je vous propose qu'on écoute un extrait d'une vie, une œuvre que vous aviez consacrée en 2011 à Walter Benjamin. On va entendre des extraits de ces archives produites par Walter Benjamin pour la radio allemande, et aussi la voix de Jean-Christophe Bailly, l'écrivain que vous étiez allé rencontrer pour parler de Benjamin, et puis la voix de Stéphane Hessel. Je dimmer ihr euch anstellt, desto besser ist.
Warum denn? Tja, das fragen Sie ab. La radio, on peut dire, c'est un moyen technique et c'est aussi une sorte de reproductibilité immédiate, puisque normalement, une voix qui parle, surtout si c'est en direct, pof, elle s'en va dans 20 000 ou 200 000 ou des millions parfois de terminaux. Donc elle est une et infiniment répartie, partagée. L'ubiquité. Et voilà, il y a une sorte d'ubiquité et ça le fascinait évidemment. Donc déjà, ça corrige la pensée sur la reproductibilité à ce moment-là. Et il y a, quand on regarde comment il travaillait, notamment les lumières pour enfants, les sujets qu'il choisissait, etc., on voit bien qu'il a voulu être lui-même, comme speaker, au fond, l'enchanteur, le passeur, l'enchanteur. Qu'est-ce que ça vous fait d'écouter ça? Alors, quand on a pas mal connu quelqu'un Stéphane Hessel. et qu'on entend parler, en général, on reconnaît la voix. Sagen Sie eigentlich? La voix à la fois très distincte, très articulée. La voix telle que je l'ai entendue m'a paru en effet bien correspondre à la façon dont Walter Benjamin voulait exprimer une idée en la faisant en quelque sorte jouer entre les lèvres et la bouche d'une façon qui en rende toute la force. C'est pour cela, plutôt que par le timbre même, qu'est-ce que c'est qu'un timbre, on peut se tromper, mais en l'écoutant, c'est la façon dont il utilise la langue allemande qui lui est très chère. Il faut reconnaître que c'était un grand amoureux des langues. Et l'allemand, pour lui, ça compte beaucoup. Donc, pour toutes ces raisons, je n'ai pas eu la moindre hésitation à dire « oui, c'est bien Walter Benjamin ». Alors, Muncho Matta, vous disiez que cette voix-là c'est quelque chose qui vous plaît. La voix de laquelle... De Stéphane Hessel. Stéphane Hessel, d'abord, cette façon de trouver le mot juste et de bien distinguer une hiérarchie entre le propos et les interrogations. Tout ça, c'est très drôle. Et puis la voix de Benjamin, si c'est lui, le lien avec Artaud et tout ça, c'est très touchant. Oui, il y a un grain sonore, effectivement, qui peut rapprocher ces deux figures. Mais alors, Philippe Baudouin, effectivement, Stéphane Hessel répond très bien. Il leur donne les choses. Il n'y a pas de doute pour lui. Il était assez formel, à vrai dire. Ce qu'on entend, c'est, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il, sans tourner autour de la question, il répond sans totalement répondre. Il y a un doute encore aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut répondre à des questions? C'est extrêmement délicat. Est-ce qu'on peut répondre en général à des questions? Oui, bien sûr. Si c'est touchant, c'est aussi parce que la voix, c'est la chair de l'âme, en fait. Et c'est ça aussi qui avait sans doute touché Stéphane Hessel. Il a rencontré plusieurs étapes de sa vie Benjamin jusqu'à Marseille, aux alentours des années 40. C'était un ami de ses parents. 40. C'était un ami de son père, de ses parents, de Franz Hessel, du coup. Et donc, il a connu Benjamin à Berlin, en Allemagne, du coup, et en France également. Mais cette voix... pour ce qui est de son authentification, son identification, les Allemands, du côté des archives Benjamin, à Berlin, s'étaient réunis après avoir appris la nouvelle que Stéphane Hessel, en 2011, avait formellement identifié la voix de Benjamin. Je crois même que la BBC a cherché à vous joindre. Oui, je crois. Vous aussi, d'ailleurs, rappelez-vous. Non, c'était pour vous. C'est une vraie question qui se retrouve être radiophonique, littéraire et historique, finalement, ce que vous avez soulevé. Exactement. Puis c'est la question aussi du corps du philosophe, quelque part. C'est quelque chose de très charnel. Les Allemands, effectivement, se sont réunis, il y a 1 an et demi de ça, pour réécouter encore cet accent, cette voix nasillarde qu'on entend déguisé derrière le petit personnage de Casper qui s'adressait aux enfants. Et aujourd'hui, il reste encore très réservé là-dessus, puisqu'il y aurait un accent de Bavière dans cette voix que Benjamin, à son époque, aurait été incapable de reproduire. Mais il y a encore un espoir, puisque des chercheurs suisses ont découvert, il y a quelque temps, la possibilité que Benjamin, dans les revues radiophoniques de l'époque, aurait remplacé au pied levé Robert Walser, sans être présenté comme Walter Benjamin, mais juste un speaker de la radio. Donc il y aurait encore des recherches à faire aux archives de la radio à Francfort pour dénicher peut-être cette voix. Ou aller voir les gens qui appellent les esprits pour faire revenir la voix de Benjamin. Ça, c'est encore une étape à venir.
Je me vois en tant que speaker dans l'agréable position d'adopter un point de vue au-dessus de toutes les parties, au-dessus de toutes les planètes, voulais-je dire, comme les événements qui vont suivre se jouent entre Terre et Lune, ou plus exactement tantôt sur celle-ci, tantôt sur celle-là. J'enfreindrais les lois de la civilité interplanétaire si je prétendais me placer, moi, speaker, du point de vue de la Terre ou de celui de la Lune. Pour me montrer correct, je vous dirai donc que la Terre semble aussi énigmatique à la Lune, qui sait tout d'elle, que la Lune le semble à la Terre, qui ne sait rien d'elle. Je n'ai guère besoin de mentionner que sur la Lune, on photographie depuis toujours. Le parc de machines de la Société pour l'étude de la Terre se limite à 3 appareils dont le maniement est plus élémentaire que celui d'un moulin à café. Nous avons là tout d'abord un spectrophone, à travers lequel tout ce qui se passe sur Terre s'entend et se voit, un parlamonium, à l'aide duquel on peut se traduire en musique le discours des humains, souvent accablant pour les lunaires gâtés par la musique des sphères, et troisièmement, un oniroscope avec lequel peuvent s'observer les rêves des terriens. La chose est d'importance étant donné l'intérêt pour la psychanalyse répandue sur la Lune. Vous allez maintenant assister à une séance du comité lunaire. Alors on se demandait, Philippe Baudouin, si Walter Benjamin était un adepte des opiacés. Vous avez donné une partie de la réponse tout à l'heure à la question de Ramoun Chomata. Là, ce que je viens de lire, c'est le début d'une pièce de science-fiction qui date donc du début des années 30, écrite par Walter Benjamin, ce magicien. C'est ça, bien avant Orson Welles et sa guerre des mondes et sa prétendue panique parmi les auditeurs américains avec la radio de la CBS. Oui, c'est un texte très étonnant consacré au philosophe et physicien Lichtenberg. Voilà, c'est le mariage des habitants des Luniens et du philosophe physicien Lichtenberg. Et ce qui est très étonnant, c'est la même manière finalement d'écrire qu'on retrouvera bien plus tard chez Wells, avec ce texte bien connu de la guerre des mondes, cette observation existant depuis très longtemps déjà des terriens par un peuple extraterrestre avec tout un vocabulaire technique incroyable quand même, avec des machines capables de voir, d'écouter à distance, et puis cet appareil pour les rêves, parce que ce qu'il y a très fort chez Benjamin, si c'est un magicien et un magicien des ondes, c'est qu'il s'intéresse beaucoup à cette époque pour le rêve éveillé. Et la radio, l'écoute radiophonique, selon moi, chez lui, se traduit comme une possibilité de faire un rêve éveillé. Et quelque part, c'est aussi ce qu'on appellerait aujourd'hui un état modifié de conscience. Est-ce que vous avez un oniroscope chez vous, Ramoun Chomata, pour écouter les rêves ? Absolument. De toute façon, il y a le livre de Hervé de Saint-Denis, qui avait écrit ce livre qui s'appelle « Les rêves et les moyens de les contrôler » en 1875, qui était très très à la mode. C'est un peu l'époque de Camille Flammarion, etc. Donc oui, mais les rêves, c'est la clé de notre réalité. Pour les aborigènes australiens, c'est quand on est réveillé, le monde artificiel. Le vrai monde, c'est le monde des rêves. Oui, on va pas tarder. Le vrai monde va pas tarder à arriver. I want somebody, somebody special, somebody special to live with. Somebody Special qui clôt Météorisme, votre disque Ramoun Chomata. Ce sont les paroles de Brian Geising, c'est ça ? Absolument. Un morceau a été fait de son vivant. Et c'est sur cette question de finalement la personne qu'on cherche partout, etc. Finalement, c'est soi-même. Et pour retrouver force à soi-même, c'est pour ça qu'on a fait Lisière, c'est de trouver un lieu où il puisse y avoir des surprises. Il me tend le bras, il veut un verre d'eau. Merci d'avoir été avec nous tous les deux, Ramoun Chomata et Philippe Baudouin. Je rappelle donc l'usage du temps. Merci à vous, parce que c'est quand même un bon moment. Merci beaucoup. Il faudrait que ça dure toute la nuit. On pourrait, mais il nous reste 20 secondes. L'usage du temps, c'est une exposition et c'est un livre. Météorisme, c'est un disque. Les écrits radiophoniques de Walter Benjamin, c'est chez Alia, traduit par Philippe Hivernel et rassemblé par Philippe Baudouin. Réécoute, commentaires, podcast, tout ça c'est sur franceculture.fr. L'atelier du son est préparé et coordonné par Inès Debrune, réalisé ce soir par Bertrand Chaumeton. Au son, il y avait Élise Le. Tout de suite, vous retrouvez Aurélie Charon. Bonne suite de nuit à vous sur France Culture et à vendredi prochain.
Merci Thomas et belle suite de nuit à vous. On vous retrouve vendredi prochain pour une émission autour de Thomas Tilly, compositeur, musicien autodidacte qui utilise comme instrument principal le microphone. Dans les ateliers de la nuit, voilà ce que vous entendrez la semaine qui suit. Mardi dans l'atelier fiction, une soirée autour de Patrice Chéreau. En 2010, il était le grand invité du Louvre. Un livre a restitué cette aventure, Les visages et les corps, ensemble de documents, lettres, journaux, où il évoque son intimité d'artiste. C'est son ami Philippe Calvario qui en lit des fragments. Mercredi soir, Don Juan 2014 ou Le tueur en chéri. Yaya Moore est parti à la rencontre des Don Juan du XXIe siècle, sur Internet, dans les cours de hip-hop ou dans les bars. Ce sont les libertins d'aujourd'hui. Jeudi soir, Johnny Guitare chez le psychanalyste de Guillaume Lingre. La chanson Johnny Guitare, interprétée par Peggy Lee, est le leitmotiv musical de toute l'émission. Son thème, que regardent les patients allongés sur le divan? Que voit-on et que regarde-t-on chez son psychanalyste? Je vous dis à lundi pour l'atelier intérieur, nous serons en direct de 23h jusqu'à minuit et nous parlerons domination avec des dominatrices professionnelles, dont Galafure, et Aloïs qui nous prépare une démonstration de bondage avec une cobaye et des cordes.